je dis. Et c'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah C'est ça. C'est vrai, il faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu plus kiné. Et aujourd'hui, on va parler de la fibromyalgie. Donc, en vrai, je trouve qu'on en a pas mal en... Enfin, pas mal. On en a en kiné, avec pas mal de myopathie aussi. Mais qu'on vous fera certainement d'ailleurs un épisode dessus parce que c'est très intéressant. Et du coup, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est ? C'est la fibromyalgie ou le syndrome fibromyalgique. C'est une affectation donc, chronique, caractéristique par des douleurs diffuses, persistantes et une sensibilité à la pression. Donc en fait, quand on va toucher, on va avoir plus de douleurs au tactile. Et c'est des douleurs généralisées de l'appareil locomoteur. C'est-à-dire que ça peut arriver absolument à n'importe quel endroit. Et c'est ça qui est très compliqué du coup pour diagnostiquer parce qu'on peut avoir des douleurs que ce soit donc par exemple les trapèzes, la tête, voilà, mais on peut aussi avoir des douleurs vaginales, à la vessie. Donc c'est super compliqué de trouver vraiment le pourquoi. Et on peut avoir donc des crises et des douleurs différentes à différents endroits en fonction des crises. C'est-à-dire que lundi, vous avez une crise, vous avez mal au dos. Le vendredi, vous avez une crise, vous avez mal à l'estomac. Ce qui n'a vraiment pas de sens et qui est très très compliqué. Et on va avoir donc des signes un peu évocateurs. On va avoir donc une fatigue chronique, des troubles du sommeil, de la dépression aussi. Et par exemple donc des douleurs digestives, urinaires, gynéco. Donc voilà. Et en fait, comment ça marche pour vous expliquer un petit peu ? C'est comme si on avait donc des signaux qui étaient envoyés donc à notre cerveau qui font que en fait, on sait si par exemple c'est un truc tactile ou c'est un truc de douleur pour nous protéger, si c'est un signe de tactile ou de douleur. Et en fait, dans le cas de la fibromyalgie, le cerveau traite mal l'information et interprète tout par la douleur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir généralement donc, une hypersensibilité à tout ça et donc des douleurs, mais qui viennent de notre cerveau, mais qui ne sont pas juste dans nos têtes, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un corps sain, mais c'est la fonction douleur qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment assez spécial. Et c'est pour ça que c'est une maladie qu'on appelle invisible, parce que déjà, dans les IRM, elle ne se voit pas. Maintenant, elle se voit que dans certains tests qui sont au niveau de la recherche, mais pas tellement dans le diagnostic tel quel. Mais par contre, c'est une maladie qui est bien réelle et qui a des impacts bien réels sur les patients et leur famille, quoi. Et leur vie, enfin tout, leur travail. Ouais, en vrai, c'est tout. J'avoue que les patientes que perso j'ai vues en clinique, c'est vrai qu'elles en parlaient en mode c'était le pire truc qui leur soit arrivé dans leur vie, quoi. Parce que c'était tous les jours. Non, mais c'est ça. Donc, et surtout que toi, tu le vois pas. Donc elle te raconte, mais tu trouves ça... Enfin, nous aussi, on comprend un peu plus, mais je veux dire, la famille ou quoi, ça doit être dur de comprendre vraiment ce qui se passe. C'est ça, et ça avance un petit peu dans le podcast, mais je trouve ça trop intéressant. Il y avait une interview où il y a une femme qui expliquait que des fois, on ne la croyait pas. Ouais. On pensait pas qu'elle faisait du chiquet, mais en mode oh là là, elle peut jamais, elle a toujours mal quelque part. Un peu comme le podcast avec l'endométriose avec Olivia. Ouais. Il y avait certaines amitiés où justement, c'était cette chose de oh non, mais c'est bon, c'est toujours la même chose. Ouais, alors qu'en vrai, c'est des personnes qui souffrent énormément, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent empirer la maladie ? Ouais, déjà, le stress empire et fait des crises, notamment. On va avoir le froid, les émotions et l'humidité. Alors, franchement, ne venez pas vivre à Valence. C'est très compliqué ici, l'humidité. Non, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu bêtes, dit comme ça. Mais des fois, c'est très important de même choisir l'endroit où on vit, oui, en fonction de ce qui fait du bien ou pas. Quand on a des rhumatismes, c'est pas la même chose de vivre au bord de la mer ou pas. Donc c'est très intéressant aussi de le savoir, je trouve. Et au niveau des statistiques, c'est assez courant en France. C'est 1,5 à 2% de la population. Ah, j'aurais pas pensé. Et c'est plus chez les femmes que les hommes, encore une fois. Aujourd'hui, on tourne, c'est la journée de la femme. C'est vrai. Bonne fête à toutes. Bonne fête à toutes et toc. Et toc, les garçons. Bref, donc du coup, c'est plus fréquent chez les femmes et sa fréquence maximale est de 40 à 50 ans. Pour les femmes de 40 à 50 ans. Mais c'est vrai que là, je prends la même patiente que j'avais eue. Elle, la maladie s'était déclarée pour un choc émotionnel. Exactement.
Généralement, Ouais. les maladies peuvent cette maladie, en tout cas, peut être latente et se déclarer donc pendant un choc émotionnel. Et c'est exactement pareil. Je fais une parallèle, je sais pas pourquoi, avec l'Alzheimer. Oui, c'est vrai. L'Alzheimer, souvent, la chose qui le déclenche est en fait un choc émotionnel ou un changement drastique dans une vie ou etc. Et je trouve quand tu sais ça, tu te dis waouh. Non, mais c'est vrai que l'impact émotionnel, il est vraiment sous-coté. Il est énorme. Mais alors que dans toutes les maladies, c'est un lien, quoi. C'est comme les gens qui ont des cancers et t'as des fois deux types en mode de la personne qui se dit vas-y, je vais survivre, ça va le faire et tout. Et l'autre qui se laisse complètement aller parce que c'est trop dur pour elle et tu vois vraiment la différence même au niveau du traitement, comment ça va, quoi. Mais oui, mais rien qu'en regardant les placebos. Ouais. Quand tu regardes les placebos, il y a d'accord. même eu des traitements comme ça, oncologiques, il y a eu des tests et tout. Et avec les placebos, le corps humain est tellement puissant et la force du cerveau est tellement énorme qu'en croyant tellement à quelque chose, eh bien, ça se fait. Ouais. Donc si on est persuadé qu'on prend une pilule magique qui va faire qu'on va se soigner, ça va augmenter notre probabilité. Ça va pas forcément vous soigner 100%, mais ce que je veux dire, c'est que ça augmente la probabilité parce que votre corps donne tout pour se soigner, quoi. Ouais, quand tu crois, par exemple, alors mais ça n'a rien à voir, mais c'est drôle. Mon frère, quand il était petit, quand j'étais malade, il voulait toujours être malade aussi. Et on savait que c'était un peu du chiquet. Et donc ma mère lui faisait un verre d'eau avec du sucre et il disait tiens, c'est un Doliprane et tout, après ça ira mieux. Vraiment, il avait le verre, il le prenait d'un coup cul sec. Il était en mode ah, c'est pas bon, maman. Et après 5 minutes, genre 1 heure après, on y allait en mode ah, Hugo, ça va mieux. Et Hugo allait très bien. Il disait non, j'ai plus de fièvre et tout, ça va mieux. Quel coquinou, ce Hugo. C'était du sucre, quoi. Voilà, donc c'est un bel exemple. Voilà, vous avez un super exemple aussi pour faire à vos enfants. C'est vrai. Du coup, les causes, c'est un peu ça. C'est un peu, comme on a dit, un choc. Mais on va avoir, en fait... C'est des suppositions, mais on n'a pas vraiment une cause vraiment telle qu'elle, vraiment en mode c'est ça, si aussi. Donc du coup, c'est plus en fait plusieurs facteurs qui vont être impliqués un peu comme toutes les maladies. Et du coup, on va avoir des facteurs prédisposants tels que des antécédents personnels, donc de dépression, un contexte difficile de vie, une maladie, un sentiment d'isolement et des difficultés d'adaptation aux événements douloureux, etc. Donc c'est un peu comme on a dit. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un peu conditionné de comment t'as grandi, etc. Genre si dans l'éducation vous avez plutôt eu ces trucs d'affronter les problèmes, d'être ok avec ça, fluer peut-être, ou d'être dans un environnement plus stressant, etc. Ce qui était marrant à voir aussi, c'est que les occidentaux sont plus touchés. Donc je pense que c'est vraiment lié au stress et ouais, hein. Là où tu mets pas l'importance de ta vie au bon endroit. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, on va avoir des facteurs déclenchants, donc des traumatismes physiques ou psychiques comme un accident, une infection virale, un accouchement. Encore nous. Un surménage, une rupture affective, le décès d'un proche, etc. Ouais, non, mais oui. Encore non, nous, mais... chacal. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a plein de... Enfin, il y a plein de causes, mais je trouve ça un peu... En mode, c'est dur de pas savoir forcément la cause que tu puisses l'expliquer. Parce que souvent, les gens, ils comprennent pas. Moi, la patiente, toujours la même, encore toi, et ben, elle me disait, moi, je comprends pas parce qu'en fait, tout allait bien et d'un coup, du jour au lendemain, ça allait plus. Et bon, après son histoire, elle m'a raconté, j'étais en mode, c'est chaud, quoi. Ouais. Genre, c'est normal que t'aies quelque chose, mais c'est vrai qu'elle le vivait extrêmement mal, quoi. Ouais. De pas savoir. C'est un truc que tu peux pas forcément expliquer. Genre, oui, tu vas mal et du coup, ça a déclenché ça. Bon. Ah ouais, non, mais c'est très frustrant. Faut savoir fluer, quoi. Ah ouais. Bah dis donc, allez écouter notre podcast, on flue extrêmement. Et enfin, des facteurs d'entretien donc, qui participent à la prolongation des symptômes, donc le stress, l'anxiété, inquiétude, un déconditionnement musculaire, donc perte de la masse et de la force musculaire, etc. Donc voilà. Et on va avoir en fait un peu cette perception de la douleur, on peut avoir 2 cas. On va avoir celle où des stimulations qui sont habituellement indolores, par exemple le fait d'être touché simplement, c'est de l'allodynie, et on va sentir donc de la douleur alors que normalement c'est juste de toucher, allodynie, ou une perception anormale importante des stimulations douloureuses, hyperalgésie. Donc c'est-à-dire quelque chose qui fait mal, je pince, elle va le ressentir en mode waouh, ça fait super mal, tu m'as poignardé, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et c'est quoi un peu, du coup, on a dit que c'était un peu des diagnostics compliqués, mais c'est quoi les diagnostics qu'il y a et qui existent sur le marché actuellement ? Pour la fibromyalgie, le diagnostic, en fait, on va faire un diagnostic d'exclusion. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on va faire plein de tests pour dire, ça, c'est pas cette maladie, c'est pas cette maladie, c'est pas cette maladie, pour au final dire, c'est la fibromyalgie. Donc, en fait, le plus important
pour les patients comme ça, c'est de faire une bonne anamnèse où tu poses toutes les questions en fait, parce que le plus important c'est de parler des symptômes du patient et ce que lui vit dans sa vie quotidienne. Et ensuite, après, tu peux t'aider de tests, enfin des questionnaires plutôt. On va commencer avec des questionnaires pour un peu voir comment la personne se sent. Il y a un questionnaire qui est super connu et que les médecins utilisent beaucoup, c'est le questionnaire FIRST. Donc en gros, si on souffre de douleurs musculaires, tendineuses, mais de plus de 3 mois, ça c'est super important, sinon tu peux pas faire le test, et en fait on va leur poser 6 questions dans lesquelles on va leur demander un peu leurs symptômes, etc. Et si eux ils répondent à 5 items sur 6, donc s'ils répondent oui à 5 questions, et en fait tu peux ça tend vers la fibromyalgie. Mais c'est des questions, enfin tu te dis comment avec ça tu peux savoir que tu as cette maladie, Ouais. mais au moins ça t'oriente vers le fait que ça fait 3 mois qu'elle a mal, ça fait 3 mois qu'elle a des douleurs vraiment super intenses que de base tu n'as pas. Et donc petit à petit tu vas comme ça exclure d'autres maladies. Ensuite, on a d'autres tests qu'on peut faire pour aussi des questionnaires pour un peu voir comment la personne se sent. On a le WPI. Donc ça, avec celui-là, on va voir les douleurs, quelle localisation elle a. Par exemple, si c'est plus le trapèze, le dos, etc. Comme tu as dit, vu qu'il y a plein de zones. On va aussi évaluer la fatigue avec celui-ci, le sommeil. Donc voilà. Ensuite, on a un autre, c'est le FMQ. Mon Dieu, on dirait les noms des enfants de... Bon, parce que je vous le dis pas, je vous le lis pas en entier, vous voyez, parce que sinon mon anglais est catastrophique et il y a des mots genre super compliqués que je pourrais pas lire, vous voyez. Mais donc, ce questionnaire aussi, il y a 6 items, donc ça veut dire 6 questions. Et ça, c'est pour un diagnostic un peu précoce. Donc, c'est un peu le premier test aussi qu'on va faire. Et en fait, là, on va évaluer vraiment profondément ses symptômes. Donc ces questions, elles vont aider à orienter le diagnostic, comme on a dit. Et une fois qu'on a fait ça, parce que c'est un peu la partie la plus importante, on va faire un test clinique. Donc c'est le test des 18 points. Donc en fait, les personnes, comme tu as expliqué avant, les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, elles vont avoir des points plus sensibles, même à la pression, etc. Qui sont répertoriés, c'est des points Ouais, vraiment, c'est officiels. Enfin, officiel, oui, ça a été prouvé, quoi. voilà. Et donc, en fait, on compte 18 points douloureux. Donc, au niveau du genou, de la hanche, des trapèzes, du cou, des omoplates et aussi du thorax. Et ensuite, en fait, nous aussi, on pouvait le faire. Je crois moi, je me rappelle, en cours, on l'avait fait, ce test. Tu te rappelles ? Non. Ok, on l'avait fait parce que je me suis rappelé après qu'on avait la fiche avec les... Mais c'était les trigger points. Mais il y en avait un où on n'avait que 18 points. On devait appuyer avec le truc pour dire est-ce que t'as vraiment mal ? Mais oui, avec des stylos, enfin des... Oui. Mais Oui. ils nous avaient dit que c'était pour ça. Bah sûrement. Mais ça m'a... Punaise, comme quoi on n'écoutait rien. Non, mais en lisant ça, ça m'a fait rappeler que oui, Mais- on l'avait fait. Mais parce que moi, ça me disait quelque chose, mais je me suis dit en mode impossible qu'on l'ait vu en cours. Et si Et si Notre prof, il était dingue sur ça, genre il nous apprenait plein de trucs. Mais oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, tu vas appuyer sur des points vraiment spécifiques qui sont répertoriés. Tu vas aller appuyer et en fait, tu vas demander au patient s'il a vraiment mal ou pas. Et s'il te répond qu'il a vraiment mal sur 11 points, donc 11 points sur 18, tu peux pencher vers cette maladie. Et voilà, en fait. Donc c'est un peu ça. Enfin, en vrai, je vous dis, là, les tests qu'on a à faire, tu te dis... C'est très léger. c'est super En léger. fait, ce qui serait génial, ce serait vraiment... Je sais pas, une... Enfin, comme un cancer. On Ouais, c'est prélève, ça. on sait. Ou on regarde un IRM, on sait. Et là, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça. C'est les maladies un peu plus chiantes... Pardon, enfin... D'où je les critique. Mais c'est des maladies, voilà, un peu plus galères à diagnostiquer et c'est super prenant pour le patient, honnêtement. Ouais, c'est ça. Après, tu peux faire d'autres tests, IRM, prise de sang et tout, mais ça veut pas... Si tu fais ce test, ça veut pas dire vraiment que tu as cette maladie. Comme on a dit avant, c'est d'exclusion, donc ça prend vraiment du temps. Vraiment beaucoup de temps. Genre, il y a des patientes, au bout de 2 ans, elles ont appris qu'elles avaient cette maladie, quoi. Ouais, c'est un peu comme l'endométriose, vous voyez. C'est la même bataille. Voilà. Au bout de beaucoup de temps, tu sais. Mais du coup, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux symptômes du patient et ce qu'il vous raconte. Parce que c'est avec ça, en fait, que tu peux vraiment savoir si c'est ça. Et aussi, ce qui est important, c'est que la fibromyalgie, en fait, elle peut être confondue avec plein de maladies, comme on a dit avant. Ouais. Et parce que, en fait, tu peux avoir des symptômes super variés.
Par exemple, toi, ça peut être la fatigue et Mm. moi, ça va être le sommeil. Enfin, la fatigue, le sommeil, c'est la même chose. Toi, Ouais, la des douleurs, fatigue et moi, vaginales, voilà, c'est ça, des douleurs. Et donc, je voulais vous dire un peu les principales pathologies à écarter pour savoir après si c'est ça ou pas. T'as aussi maladies rhumatologiques. Donc, en fait, c'est un peu parecido. C'est un peu la même chose, donc souvent ils disent que c'est ça, mais en fait c'est pas ça. T'as aussi les maladies neurologiques, les troubles endocriniens, troubles psychiatriques aussi, la dépression, l'anxiété. Parce que par exemple avec la dépression tu peux avoir aussi plus de sensibilité et avoir plus mal. Ouais, c'est vrai. Ensuite aussi on a les syndromes de fatigue chronique, les maladies auto-immunes aussi. Donc voilà, en fait c'est tout un panel de maladies sur lesquelles tu peux te dire bah j'ai peut-être ça, mais en fait c'est pas ça quoi. Voilà. C'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est des maladies invisibles toutes, donc du coup c'est toujours des choses chroniques, invisibles, compliquées à Exactement. diagnostiquer, à se faire reconnaître. Enfin, Et le dernier petit point que je voulais aborder, c'est que s'il y a un autre point qu'il faut retenir, c'est que pour diagnostiquer la fibromyalgie, il faut vraiment que tu aies une sensibilité accrue au moins depuis 3 mois. Oui, bah comme en fait chronique, on a C'est dit ça. c'est 3 mois. Sinon- Si jamais c'est en dessous, c'est un peu... Mais ouais, bah du coup, très intéressant je trouve, et on voit vraiment à quel point c'est compliqué le diagnostic, parce que je trouve que c'est quand même très ledge, enfin c'est très léger, Bah en fait, quand tu vas voir comparé sur... à l'impact de la maladie. c'est ça, quand tu vas voir sur... Enfin, quand je faisais les recherches et tout, je cherchais des articles. Et à la fin de chaque article, c'était il manque de preuves. Genre, on Ouais. a fait ça sur, je sais pas, 60 patients, ça a marché. Mais on peut pas vous dire que sur, sur 62 personnes, ça aurait marché autant. Enfin, Ouais. c'est vraiment un truc, faut continuer à chercher, quoi. C'est un peu frustrant, franchement. Bah Bah, ouais. en parlant de frustration, on a vu, enfin, du coup, on cherchait un peu des témoignages à pouvoir vous raconter intéressants. Et on est tombé sur un témoignage, bah, je vous le mettrai dans la barre de description Pas de tout. de tout. Le petit lien YouTube. Et je trouve que c'est un témoignage sur C8 sur les maladies invisibles et comment elles le vivent. Et je trouve ça trop intéressant d'avoir ça parce qu'il y a aussi des médecins, des rhumatologues qui viennent et tout pour parler de la maladie. Et donc en fait c'est vraiment ce qu'elle disait, c'est une maladie invisible qui ne se voit pas dans les analyses de sang par exemple, les imageries médicales, et elle ne se voit pas non plus physiquement. Ouais, Du ça. coup, elle disait, même de manière générale, quand elle avait ses grosses fatigues, même des trucs tout cons, de laisser la place dans le bus. C'est pas, t'as pas une attelle, Ouais. les cheveux chauves, tu vois, ça se voit pas physiquement que t'es malade. Mm. Et c'est des choses où, bah, du coup, elle est souvent bloquée chez elle, des week-ends entiers, des trucs entiers, parce qu'en fait, elle ne peut pas sortir, et encore maintenant, elle a réussi à le manager. Mais au début, c'était invivable, quoi. Mais ça, tu peux avoir une anxiété après sociale de sortir. Ah bah J'avais ouais. vu une dame aussi, une jeune, hein, je pense elle avait notre âge, enfin la vingtaine, et elle avait un handicap invisible, et elle faisait une story time, et elle racontait qu'une fois, elle a dû, limite, genre vraiment, il y a une mamie qui l'a insultée, parce que dans le bus, elle voulait vraiment s'asseoir, et donc elle s'est assise, et la mamie est arrivée en mode, mais tu te lèves pas, Ouais. alors que, tu me dois le respect, genre je suis plus ancienne et tout, c'est à moi de m'asseoir et tout, et t'es en mode, mais madame, je suis handicapée, et la dame ne voulait pas la croire. Elle a dû ouais. carrément sortir sa carte en mode mais regardez, je. Et encore heureux qu'elle ait une carte. Mais oui, Parce parce que qu'il y en a. la fibromyalgie, t'as pas de carte. Oui, c'est vrai. Donc tu passes juste pour une énorme... Ou à part, tu dois être avec ton petit diagnostic, là, le petit papier Ah ouais. pour dire à tout le monde. Genre, Non, mais quelle horreur. Et encore, Non. les gens, ils connaissent pas. Ils Bah oui. comprendraient pas. Non, mais oui. Horrible. Bref, souffrir du coup des préjugés aussi des personnes qui doutent de la maladie, surtout quand elle n'est pas diagnostiquée. Donc avant même qu'on vous pose un diagnostic, vous êtes juste dans le mal, vous vous dites juste et on peut se prendre des réflexions en mode t'as qu'à te lever, t'as qu'à te bouger, t'as qu'à faire ci, nan. Ouais. Et c'est horrible. Genre, je pense vraiment c'est horrible Non, de ça se doit dire, être mais d'être à ce point-là incomprise. Et je pense que ça doit faire un sentiment de soulagement quand on te dit, bah voilà, t'as ci, t'as ça. Ouais. Et c'est normal que tu ressentes ci et ça. Et de savoir aussi que t'es pas seule, quoi. Ouais, non, c'est ça. Je pense que tu dois te sentir vraiment seule. Parce qu'au final, même si les gens ils pensent comprendre, celle qui le vit, c'est toi, quoi. Ça doit être Ah bah horrible ouais. de dire tous les matins, je me lève, je peux avoir mal, quoi. Ah ouais. Non, mais Vraiment, vraiment. vivre avec la douleur, c'est pas cool. Mm. C'est pas cool. Et bon, ce qui est bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des IRM qui peuvent prouver au niveau... qui peuvent prouver que vous avez la fibromyalgie. Mais pour le moment, c'est uniquement utilisé au niveau de la recherche. Ouais, c'est pas encore utilisé pour les diagnostics communs. Après, ça va sûrement évoluer, avec le temps. probablement. Et, mais pour le moment, ça reste compliqué encore pour les diagnostics.
Donc voilà. Et elle disait, donc il y avait un peu ces questions de depuis quand tu ressens ces douleurs, blablabla. Et elle a dit depuis qu'elle est née. Enfin, elle ne se rappelle pas d'un jour où elle n'avait pas eu Ok. cette maladie. Et essentiellement pour elle, des douleurs de dos et une sensibilité au niveau des coudes. Et du coup, Non, mais c'est des zones, tu te dis what the fuck, quoi, Ouais, c'est ça. le coude. Et ils lui ont demandé un peu c'est quoi le ressenti si on te touche au niveau du coude. Elle expliquait comme un coup de soleil. Je trouve ça grave intéressant. Parce que Ok. faire une analogie avec quelque chose que nous on peut connaître, Oui. c'est cool. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment, elle dit comme un coup de soleil. Et donc comme tout le monde a vécu probablement à peu près le confinement, et ben elle a dit que ça s'est empiré pendant le confinement. Parce qu'elle avait arrêté le sport ou un truc comme ça ou... Ouais. Parce qu'en fait, elle était que bloquée chez elle. Elle faisait donc l'école à la maison. Elle était pour son boulot, elle était en télétravail, donc elle était beaucoup assise. Ouais. Et en fait, elle est devenue extrêmement assise comparée à d'habitude. Et elle expliquait qu'elle avait des énormes douleurs au niveau des côtes, des difficultés à respirer, des douleurs de dos. Et elle avait cette sensation que quand elle prenait une grande inspiration, genre elle n'arrivait pas à respirer pleinement. Et au début, elle s'est dit, je vais attendre. Elle a attendu 2 semaines un peu comme ça. Et puis après, elle a dit à son mari, j'ai vraiment trop mal, je comprends pas. Ouais, il faut faire un truc, quoi. Faut faire un truc, etc. Et du coup, en fait, c'est là où a commencé un peu ses recherches, etc. Et donc, elle a eu une errance médicale, mais ça m'a fait de la peine. Genre, vraiment, j'étais là. Elle a eu près de 60 rendez-vous médicaux en moins de 2 ans. Ce que je trouve c'est énorme. énorme. 60. Et au début, ça avait commencé avec son ostéo. Son ostéo lui avait dit, c'est peut-être des dents. Ça vient peut-être des dents, c'était un truc, etc. Du coup, elle est allée chez un dentiste. Ils lui ont trouvé un truc dans la dent. Ils lui ont retiré sa dent. C'est bon pour toi. Que des trucs comme ça, où vraiment, on lui a fait faire des tonnes de choses. Elle est même déjà allée aux urgences tellement elle avait mal. Et c'était pareil, c'était... faites une analyse de sang, un truc, il n'y avait toujours rien. C'était horrible. Et un jour, elle s'est renseignée de son côté, évidemment, et elle commençait à avoir des petits doutes sur la fibromyalgie. Mais merci Internet. Ouais, en vrai, il y a des bons côtés. Il y a des super bons côtés. Et elle a commencé un peu à chercher. Après, c'est bien et pas bien, parce que des fois, on s'auto-diagnostique. Oui. Et moi, il y a déjà des patients qui arrivent avec un diagnostic déjà tout fait dans leur tête, alors que c'était pas ça. Non. Et au final, elle est arrivée donc chez un médecin, et ce médecin lui a dit, écoutez, je soupçonne que ça pourrait être la fibromyalgie. Je vous envoie vers un confrère qui s'y connaît mieux, un rhumatologue. Et donc d'ailleurs, si vous avez des doutes sur cette maladie, allez voir un rhumatologue. C'est vraiment eux qui peuvent bien vous diagnostiquer cette maladie. Et en fait, c'est là où ça a commencé vraiment à lui dire, voilà, c'est ça. Tant mieux. Donc voilà. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu commencer à mettre en place donc des sortes de traitements, des stratégies de gestion de la douleur plutôt que traitement. Et donc elle a commencé à faire du sport. Et ça lui a changé la vie. Elle a vraiment pu sentir la différence. Donc elle a commencé l'aquagym. Donc au début, elle a commencé avec un kiné, je crois, à faire du sport. Ensuite, elle a pu faire de son côté l'aquagym, musculation avec des poids très légers, de la marche, course à pied. On conseille des fois aussi un peu le yoga et le pilates, mais elle, par exemple, dans son cas, elle disait que ça a empiré ses douleurs. Donc c'est vraiment, mais alors là, vraiment, c'est faire chacun en fonction de soi, parce qu'il y en a pour qui ça vient phénoménal, le pilates et le yoga, alors que d'autres, ça empire. La course à pied, pour certains, ça fait un effet de douleur. Mais il faut pas se dire que c'est forcément pas bien, la course à pied, dans cette maladie, parce que au final, le but, c'est de sécréter des endorphines, qu'il y ait du mouvement, etc. Et si c'est la course à pied qui vous fait du bien au corps, c'est complètement possible. C'est pas forcément à éviter, quoi. Non, et puis voilà, donc en fait, l'activité physique est un traitement en soi. C'est un traitement, donc on peut déjà vous envoyer chez un kiné au début. Moi, je sais qu'il y en a qui sont, comme c'est des patients chroniques, qui viennent 2 fois par semaine. Et il y a ça, pour toute leur vie. Donc c'est soit ça, soit s'inscrire à une activité si ça vous va et que ça vous fait du bien. Ça dépend de chacun. Et c'est très important aussi d'avoir un soutien social et des groupes de soutien, se sentir compris, entouré, parce que c'est une maladie qui isole énormément quand on se sent seul dedans. Donc c'est super important. Et généralement, les crises,
c'est vrai qu'ils disaient que les moments où ils avaient des crises, c'était dans les moments de stress Ouais, ou de détresse un peu émotionnelle. ouais, c'est ça. Souvent, c'est des gens qui savent pas trop gérer un peu les émotions. Enfin, en mode, c'est très somatique, quoi. Et au final, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Enfin, moi, les patientes que j'ai eues, c'était vraiment ça tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Et c'est quoi un peu les traitements qui existent actuellement, autres que un peu le côté sport et... Bah, en fait, le sport, c'est vraiment le traitement qu'on donne presque à tout le monde. Enfin, Ouais. c'est le premier truc. En gros, quand vous avez la fibromyalgie, parce qu'en fait, il y a eu une actualisation en juin 2016 par un collège d'experts sur cette maladie qui parlait un peu des traitements et qui les comparait. Et donc, eux, ils se sont basés sur la diminution des syndromes douloureux, de la fatigue chronique et aussi l'amélioration du sommeil. Et après aussi la diminution de l'handicap dans la vie quotidienne, donc ce qu'on a dit. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que pour cette maladie, le sport, c'est vraiment le traitement qu'on donne à tout le monde. Et que si jamais ça marche pas, on va commencer avec des médicaments. Mais pour revenir un peu sur le sport, il disait que... Par exemple, ils peuvent pas vous dire si l'activité aérobique ou la force musculaire, laquelle des deux est le mieux. En fait, il faut tester et voir ce qui vous va le mieux. Donc, il n'y a pas forcément de sport qui est contre-indiqué. Tu peux faire de tout, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que le pilates, le yoga, en fait, tous les sports un peu de méditation, ils parlaient aussi du tai chi. Oui. Et donc, tout ça, ça pouvait marcher, ça a aidé ces sports à diminuer les syndromes de douleur. Mais après, c'est un contre-exemple, sur des patients, ça ne marche pas et c'est pas grave. Tout le monde doit trouver un peu son truc. Mais il y a des gens qui ont de la fibromyalgie qui peuvent aller courir, comme tu as dit, qui font d'autres sports. Et il y a aussi tout ce truc de se rééduquer à la douleur. Et ça, tu le fais vraiment avec ton kiné. En fait, petit à petit, tu vas incrémenter ton seuil de douleur. Et de base, quelque chose qui te faisait mal, quelques semaines après, tu ressens pas autant cette douleur. Et ça, c'est un travail qui est long, fastidieux, mais qui est super intéressant dans ce genre de maladie. Ensuite, on va avoir, là, dans les traitements non médicamenteux, toutes les thérapies comportementales et cognitives. On en avait parlé dans un des podcasts, mais être suivi par une psychologue, tout ça, faire des thérapies sur ce que tu peux ressentir, ce que tu as vécu et tout, ça aide beaucoup à diminuer le stress et à améliorer surtout aussi le sommeil. C'est ce qui est ressorti des études. Mais du coup, voilà, un peu pour l'activité physique, c'est ce qu'on a dit et c'est à peu près tout le temps la même chose. En soi, le sport, c'est un peu la santé, quoi. En fait, c'est ça, dans cette maladie, faut essayer de gérer ses stress, apprendre à avoir des outils pour en fait mieux gérer le quotidien. C'est pas quelque chose qui va en fait se soigner, c'est apprendre à vivre mieux avec. Donc c'est ça. Avoir un corps sain, vous l'avez, mais c'est plus le sport, l'effet que ça a sur toi, sur tes douleurs, sur ta mentalité, sur l'endorphine que c'est sécrété, gérer son stress, la méditation, en fait trouver tes outils quoi. Mais faut les chercher. Faut les chercher, faut tester. Ça peut être fastidieux, mais... Ça prend des années, quoi, à trouver ta petite recette miracle. Mais au final, il y a plein de patients, maintenant, qui vivent bien avec. Et pour qui ça se passe bien, quoi. Elle, justement, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, maintenant, des fois, elle va avoir des épisodes de crise pendant les périodes de stress. Mais en dehors de ça, elle le vit beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. T'apprends à vivre avec. C'est ça. Et les traitements médicamenteux, donc en fait, du coup, les traitements médicamenteux, ils sont donnés aux personnes qui ont essayé l'activité sportive, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, ils vont aider pour améliorer le sommeil, réduire le stress, etc. Donc, en cas de douleur, la plupart des médicaments, ça va être des antalgiques pour soulager. Et le plus connu, c'est le tramadol. Donc voilà, après il y en a plein d'autres, mais ça on va dire que c'est le plus connu. Ensuite, en cas de troubles du sommeil, en fait c'est des médicaments qui sont pas faits pour cette maladie, mais on prend ces médicaments pour régler chaque petit symptôme. Donc pour le sommeil, on va prendre des médicaments spécifiques aux troubles du sommeil. Il y en a plein qui existent et ça c'est à voir avec le médecin, ce que lui il pense qui est le mieux pour vous. Mais sinon on a le lamiptyline, qui est super connu. Et après aussi, on a le cyclobenzapine. Celui-là, le deuxième est beaucoup plus connu. Et en fait, ça va être un relâchant musculaire aussi, qui va vous aider à dodo plus
mieux, on va dire. Dodo plus mieux. Celle-là, elle a écrit dans les annales. À dodo plus mieux. À mieux dormir. Ma mère va me tuer si je dis ça. Dodo plus mieux. Voilà. Et après, on va avoir tout ce qui est anti-inflammatoire, etc. Mais ils sont pas forcément reconnus pour avoir des effets vraiment importants, quoi. Il y en a plein qui le prennent, mais c'est un peu plus psychologique que prouvé, quoi. Il n'y avait pas aussi les antidépresseurs ? Ouais, j'y venais. En cas de dépression liée à la douleur et l'anxiété aussi, tu peux avoir des antidépresseurs, mais ça, il faut y aller mollo. Mais je sais que ça aide beaucoup. Et en fait, quand tu prends les antidépresseurs, c'est pas quelque chose forcément que tu sens. C'est juste que tu sens un bien-être et qu'en fait, tu arrives à gérer au niveau de l'anxiété les choses une par une. T'as pas l'impression d'avoir ton verre d'eau plein. Et donc, c'est vrai qu'il y en a plein avec qui ça avait bien fonctionné. Et après, petit à petit, tu commences à l'enlever une fois que ça va mieux, quoi. Mais jamais tout d'un coup, parce que c'est pas bon. Et ensuite, il y a aussi des approches complémentaires. Donc, on va revoir toute l'alimentation, si on doit prendre des suppléments, l'hydratation, etc. Et fun fact, les cures thermales et l'hydrothérapie, ça marche vraiment aussi très bien. Et les gens, ils adorent ça. Fun fact. Voilà, apparemment. En fait, l'eau chaude, ça va soulager, ça va détendre tes muscles. Et apparemment, ça aide vraiment bien. Ok. Voilà, et après, ensuite, l'important, c'est d'avoir un plan de traitement personnalisé, quoi, et d'être bien entouré, comme on dit à chaque fois. Et après, si t'as les bons professionnels, normalement, ça devrait le faire, quoi. Le bon entourage, les bons professionnels. Et petit à petit, voilà. Des solutions vont se présenter, quoi. Exactement. Tous les jours, une petite marche en plus, quoi. Mais c'est tout un peu pour ça. Aussi, on voulait parler de... Enfin... on trouvait ça intéressant de parler de l'approche que le patient a avec les professionnels de santé. Ouais. Parce que des fois, c'est super dur d'avoir confiance en professionnels de santé. Et je trouvais ça cool un peu de vous donner des tips. Peut-être vous allez trouver ça bateau, hein, mais c'est un peu les trucs que tu peux appliquer. La première chose que je dirais, c'est vraiment d'exprimer clairement tes attentes et tes limites. Par exemple, dire ça je suis pas d'accord, ça j'ai pas envie de tester, j'ai envie de commencer plus par ça, parce que c'est pas parce que le professionnel de santé, je sais pas, il a la blouse blanche et tu sais, il a un peu plus d'autorité, que toi t'as pas le droit de dire un peu ce que tu veux tester. Et je trouve ça super important. Et même par exemple, nous kinés, moi je trouve ça trop cool les patients qui te disent ça non, j'aime pas trop, ou ça je préfère commencer par ça, et au final t'avances beaucoup plus vite. Oui, complètement. Parce qu'il adhère beaucoup plus au traitement, quoi. Non, mais carrément. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? De décrire bien ta douleur. Des fois, c'est vrai que c'est dur de décrire bien une douleur. Ouais. Mais de toute façon, si vous tombez sur un bon professionnel, il va vous poser les questions qui vont faire adéquates. Que tu peux décrire bien ta douleur, quoi. Même, t'as plein de techniques, une échelle de 1 à 10, mentionner si c'était plus le soir, le matin... Voilà, quoi, tous ces petits trucs. C'est vrai qu'il y a des patients, ils oublient des fois. Tu leur poses la question, ils sont en mode « Oh, je sais pas ». Et à la fin de la session, ils sont en mode « Mais c'est vrai, je t'ai pas dit. Oui. Hier soir, j'ai eu mal. » T'es en mode « Bon, ok. » Mais tout ça, et en fait, ne pas hésiter, je pense, je finirai par ça, ne pas hésiter à poser des questions. Ah oui. Mais poser toutes les questions que vous Après, voulez. c'est vrai que je trouve que c'est aussi intéressant aux professionnels de la santé de dire « Est-ce que t'as des questions ? Ou est-ce que c'est clair ?» Parce que moi, beaucoup de fois, je le demande parce que... Bon, alors moi, c'est parce que je suis française et que je parle en espagnol. Et du coup, des fois, je suis là en mode, est-ce que t'as bien tout compris, tout ce que je t'ai dit ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas trop ? Hésite pas, demande-moi. Genre vraiment, je lui dis, est-ce que t'as la moindre question ? Et comme ça, ça évite tout malentendu et qu'il s'en aille en se disant, ok, j'ai bien compris, je sais vers où je vais et je sais que j'ai des solutions. Puis ça montre, aussi, plus tu t'impliques dans le processus de, entre guillemets, d'aller mieux. Ouais. Et c'est sûr que tu vas avoir des questions. Oui. C'est sûr. Et puis plus t'as de chances d'aller mieux. Exactement. Plus t'as de la connaissance, je pense qu'au final, tu vas apprendre plein de trucs sur toi-même et sur comment gérer ta douleur. Et au final, c'est toi qui vas trouver les petits tips tout seul, quoi. Parce que nous, on n'est pas une solution en soi. Nous, on vous aide, mais c'est à vous de trouver, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, le cerveau, il a besoin de rationaliser, de trouver des réponses à ses questions. C'est très humain de faire ça. Et du coup, je trouve ça bien dans les maladies de faire pareil et de se dire vraiment, ok, je veux comprendre le pourquoi, le comment ça fonctionne, etc. Ouais, et il y a maintenant, d'ailleurs, fun fact, je suis allée me promener dans une librairie là, l'autre jour. Et il y avait énormément sur les maladies invisibles, le SIBO.
SIBO, ça se dit pareil, je pense, pour tout. Non. Non. C'est le truc intestinal. En fait, tout ce qui est intestin... Putain, comment on dit ? Bref, des maladies qui font Digestive, que... quoi. Voilà, qui font que, par exemple, vous grossissez énormément, il est impossible avec des régimes de perdre, des trucs comme ça pour vraiment comprendre comment ça marche, les microbiotes, les trucs, les maladies chroniques invisibles, tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup plus de livres qui sont écrits par des médecins qui sortent. Ouais. Super intéressant. Et je trouve que même sur l'endométriose, par exemple, on en parlait avec Olivia, c'est vrai que maintenant, il en existe et vous avez les connaissances à portée de main. Et une fois que vous avez un diagnostic clair, renseignez-vous de votre côté à balle sur cette maladie pour mieux la comprendre et mieux vivre en fait avec quelque chose que vous comprenez. Ouais, je suis d'accord. Ok, je pense qu'on a tout dit sur cette maladie. Tu veux rajouter quelque chose ? Franchement, non. Un peu comme d'hab, trouvez vos médecins, trouvez un Voilà. bon entourage. Votre entourage, il va se purifier un peu tout seul. Exactement. En Gardez fonction que des les gens. meilleurs. Voilà, c'est ça. Et puis si jamais vous êtes touché par cette maladie ou vous connaissez des personnes qui peuvent être touchées par ça, n'hésitez pas à leur partager notre podcast. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Voilà. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, à bientôt. Bisous. Si vous avez aimé le podcast, N'hésitez pas à vous abonner. et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.